Rares sont les livres qui ont secoué le monde avec autant de force. Une tempête de controverses, une révolution scientifique complète. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, l'origine des espèces de Charles Darwin. Tout part de cette question. Une question en apparence toute simple, c'est peut-être l'un des plus grands mystères de l'histoire naturelle. Et avant Darwin, la réponse semblait évidente comme gravée dans le marbre par des siècles de certitude. Pour bien mesurer le séisme provoqué par Darwin, il faut faire un petit voyage dans le temps et se plonger dans la pensée scientifique de l'époque. C'était le consensus quasi unanime. L'idée, c'était que chaque espèce avait été créée une bonne fois pour toutes, parfaitement adaptée à son environnement et qu'elle ne bougeait plus. Immuable. Voilà le point de départ de notre histoire. Face à ce dogme, Darwin ne va pas y aller de front. Non, son approche est bien plus subtile, presque celle d'un détective. Il ne commence pas avec des fossiles spectaculaires, mais avec des choses simples, des observations du monde familier qui l'entoure. Et voici son premier indice, le pilier de tout son raisonnement. C'est une vérité toute bête mais fondamentale, la variation. Il suffit de regarder autour de soi, il n'y a pas deux êtres humains, deux chiens ou deux arbres exactement pareils. Cette variation, c'est la matière première du changement. Et pour rendre ce concept de variation bien concret, Darwin a une idée de génie. Il prend un exemple que tout le monde connaît, les pigeons. Il voit que les éleveurs, juste en choisissant quels oiseaux faire se reproduire, arrivent à créer des formes incroyablement diverses. Alors la question se pose, si l'homme peut faire ça en quelques générations, qu'est-ce que la nature peut bien accomplir sur des millions d'années? Et voilà, ce sont ses propres mots. Il a compris que l'élevage, ce processus familier, était en fait un modèle réduit, une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour comprendre les mécanismes bien plus vastes de la nature. On a donc cette analogie qui est vraiment cruciale. D'un côté, la sélection artificielle, où c'est l'humain qui tire les ficelles. De l'autre, la sélection naturelle. Mais alors, dans la nature, qui choisit? Quel est ce moteur qui fait le tri? Quelle est la force équivalente à la main de l'éleveur? Darwin trouve la réponse dans une observation à la fois simple, universelle et, il faut le dire, assez impitoyable. La vie est une lutte de tous les instants. Ce point est absolument essentiel à comprendre. Darwin a réalisé que toutes les espèces, absolument toutes, produisent beaucoup plus de descendants que l'environnement ne peut en faire survivre. Prenez un chêne par exemple qui lâche des milliers de glands chaque année. Si tous survivaient, en quelques décennies, la planète serait une seule et même forêt de chênes. Bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe. Et ça crée forcément, inévitablement, une compétition. Attention, quand on parle de lutte, il ne faut pas imaginer que des combats sanglants. Souvent, c'est une course silencieuse. Une petite plante qui se bat pour capter un rayon de soleil. Un oisillon qui quémande plus de nourriture que ses frères et sœurs. C'est une pression constante qui s'exerce sur chaque être vivant, à chaque seconde. Et ça, c'est l'une des intuitions les plus fines de Darwin. La compétition la plus acharnée, ce n'est pas forcément entre le lion et la gazelle, c'est entre deux lions pour le même territoire ou entre deux gazelles pour la meilleure herbe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont exactement les mêmes besoins. Alors voilà, on a les deux pièces maîtresses du puzzle. D'un côté, la variation, de l'autre, la lutte pour l'existence. Et en les assemblant, Darwin a mis à jour les mécanismes qui sculptent la vie elle-même. La logique de cet enchaînement est implacable. C'est un processus mécanique, automatique. Il n'y a ni but, ni intention derrière tout ça. C'est juste la conséquence inévitable de trois faits. Il y a de la variation, cette variation est héritable, et tout le monde ne peut pas survivre. Les variations qui donnent ne serait-ce qu'un minuscule avantage seront favorisées et s'accumuleront au fil des générations. Cette phrase est forte. Darwin ne dit pas que c'est le seul facteur qui existe, mais il affirme que c'est le moteur principal, la seule force capable d'expliquer l'incroyable complexité et la diversité du monde vivant. Et d'un coup, avec cette seule et même théorie, une multitude de faits biologiques qui semblaient totalement déconnectés les uns des autres se sont mis à faire sens. La théorie de Darwin, ce n'était pas juste une idée en l'air, c'était un passe-partout qui ouvrait un nombre incalculable de portes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Darwin n'a pas juste balancé son idée. Non, il a passé des décennies à amasser des preuves venues de tous ces domaines. Son livre, c'est une démonstration magistrale, un tableau immense et cohérent qui unifiait toute la biologie. Un élément était absolument crucial pour sa théorie, le temps. Énormément de temps. La sélection naturelle est un processus d'une lenteur extrême. Il fallait prouver que la Terre était assez vieille. Et la géologie lui a offert cette preuve. 22 km de strates rocheuses, ça donne le vertige. Et ça montre l'immensité du temps profond dont la nature a disposé pour opérer. Ça, c'est l'une des preuves les plus élégantes. Pourquoi la main de l'homme qui saisit, l'aile de la chauve-souris qui vole et la nageoire du marsouin qui nage seraient-elles toutes construites sur le même plan avec les mêmes os?
L'explication la plus logique n'est pas qu'elles ont été créées séparément, mais qu'elles dérivent toutes d'un membre ancestral commun qui a été modifié au fil du temps pour différentes fonctions. Une autre preuve, encore plus fascinante, vient de l'embryologie. Au tout début de leur développement, les embryons de mammifères, d'oiseaux, de reptiles se ressemblent de manière frappante. Un embryon humain a même, à un certain stade, des structures qui ressemblent à des fentes branchiales, comme un poisson. Ce sont les vestiges de notre lointaine histoire évolutive. On sent bien ici toute la prudence, la modestie de Darwin. Il parle d'une révolution considérable, alors qu'il sait pertinemment qu'il est assis sur l'une des idées les plus explosives de toute l'histoire de la pensée humaine. Mais il se risquera quand même à une prédiction, plus audacieuse. C'est la seule et unique mention de l'être humain dans tout le livre. Une seule phrase, lâchée presque nonchalamment à la toute fin, mais une phrase lourde de sens. Avec ces quelques mots, il ne nous plaçait plus au-dessus de la nature, mais bel et bien à l'intérieur de cette grande et longue histoire de l'évolution. C'est la question fondamentale que Darwin nous laisse en héritage. Sa théorie ne fait pas qu'expliquer la diversité du vivant. Elle nous relie à chaque plante, chaque animal, chaque bactérie, passée et présente. Elle transforme l'arbre de la vie en un véritable arbre généalogique. Notre arbre généalogique. Et ça, c'est une idée absolument vertigineuse qui, aujourd'hui encore, continue de façonner notre compréhension de qui nous sommes et de notre place dans l'univers.